Je me souviens de cette soirée de 1977. Paris était suffocant sous la chaleur estivale. J'étais assis dans une voiture étouffante rue Saint-Dominique avec mon associé. Jacques Morel somnolait sur le siège passager, ronflant doucement. Nous attendions depuis 4 heures. Et puis, enfin, un homme sortit de l'entrée numéro 63. Un homme d'âge mûr, tout à fait ordinaire. Un costume gris sans prétention, un chapeau noir, une mallette en cuir à la main droite. Je n'eus même pas le temps de lever l'appareil et d'appuyer sur le déclencheur. Jacques se réveilla brusquement et demanda d'une voix rauque et ensommeillée : « C'est lui, Henri ?» Je n'en étais pas certain à ce moment-là, mais c'était bien lui. L'homme qui contrôlait 8 milliards de francs en liquide. Un homme que personne n'avait jamais vraiment vu. Le fantôme insaisissable du Paris nocturne. Il s'appelait Pierre Leclerc. Pour que vous compreniez vraiment cette histoire incroyable, il faut que je vous la raconte depuis le tout début. Depuis le tout début. Je m'appelle Henri Duval. En 1975, j'étais un tout jeune inspecteur à la police financière parisienne. J'avais 30 ans tout juste, et je croyais sincèrement au triomphe de la justice. Nous venions de créer une toute nouvelle unité spéciale pour lutter contre le blanchiment d'argent. À l'époque, cela semblait presque de la science-fiction. Qui comprenait vraiment ce qu'était le blanchiment d'argent dans ces années 70 si tranquilles ? Mon supérieur direct, le commissaire expérimenté Bernard Thomas, était un homme visionnaire. Il me répétait sans cesse d'un ton grave : « Henri, souviens-toi toujours de ceci. L'argent sale du crime est le véritable fléau du XXe siècle. Il ronge l'État de l'intérieur. Plus lentement qu'une balle dans la tête, mais tout aussi sûrement et impitoyablement. » À l'époque, j'acquiesçais poliment, mais j'étais loin de saisir l'ampleur du problème. Je n'ai vraiment compris qu'après 2 longues années de dur labeur, lorsque je suis tombé par hasard sur le premier véritable indice qui m'a mené à lui. Tout a commencé par une affaire des plus banales, une petite bijouterie de la rue de Rivoli, en plein cœur de la capitale. Le propriétaire de ce modeste établissement, M. Gaston Dupont, un juif âgé au regard triste et fatigué, avait vendu de façon inattendue des diamants d'une valeur inestimable, un demi-million de francs en un seul mois. C'était beaucoup trop pour un endroit aussi petit et discret. C'était même suspect. Le fisc nous a confié l'affaire pour enquête. Je me suis rendu personnellement à sa boutique le matin du 23 mars 1977. Le vieux Dupont était assis derrière le comptoir délabré, polissant lentement une alliance en or avec un vieux chiffon de daim. Il leva vers moi ses yeux fatigués et ternes, sans même me demander qui j'étais, ni ce que je faisais là. C'était comme s'il m'attendait. Je lui ai discrètement montré ma carte d'identité. Il n'en fut même pas surpris. Il hocha simplement lentement la tête et dit d'une voix douce, légèrement accentuée : « J'ai toujours su que vous viendriez ici tôt ou tard. » Ce n'était qu'une question de temps. Nous avons bavardé pendant 1 heure, tranquillement. Il m'a tout avoué d'un coup, sans détour ni faux fuyant. Il m'a expliqué que tous les mardis, à 11 heures précises, le même homme venait à sa boutique. Toujours ponctuel, comme s'il avait un horaire fixe. Cet homme apportait de l'argent liquide dans une mallette en cuir. Toujours de gros billets neufs de 500 francs. Il me demandait poliment d'utiliser cette somme pour acheter les diamants les plus chers que la boutique avait en stock. Il ne marchandait jamais. Puis, calmement, il prenait les pierres précieuses dans un petit sac en velours et partait silencieusement, sans se retourner. Toujours discret, poli, sans se faire remarquer. J'ai demandé prudemment au vieux Dupont : « À quoi ressemblait-il exactement ? Pouvez-vous me le décrire plus en détail ?» Le vieil homme réfléchit un instant, se frotta à l'arête du nez avec ses doigts osseux, puis, haussant ses épaules étroites d'un air incertain, il répondit lentement : « Vous savez, inspecteur, c'était un homme tout à fait ordinaire, de taille moyenne, environ 2 mètres. Des cheveux foncés, je crois, mais je n'en suis plus certain. Il était toujours impeccablement vêtu d'un sobre costume gris. Il parlait avec une grande politesse, un léger accent provençal. Il ne donnait jamais son nom. Je lui demandai de décrire le visage de cet homme le plus précisément possible, de se souvenir de ses traits. Dupont réfléchit longuement.
Puis il prononça une phrase étrange que je n'oublierai jamais. Vous savez, inspecteur Duval, cela fait exactement 40 ans que je vends des diamants de grande valeur dans cette modeste boutique. Durant tout ce temps, j'ai vu des milliers et des milliers de visages différents. Je me souviens bien de nombre de mes clients habituels, mais je ne me souviens absolument plus de cet homme-là. Son visage semble complètement effacé de ma mémoire, comme s'il n'avait jamais été un être de chair et de sang, mais un fantôme désincarné tout droit sorti d'une vieille légende. J'ai alors approfondi mes recherches. J'ai minutieusement inspecté toutes les bijouteries des arrondissements limitrophes de la capitale. Et j'ai fait une découverte étonnante. Il s'avérait qu'il existait exactement 23 boutiques suspectes de ce genre dans toute la région parisienne. Le plus étonnant, c'est qu'elles fonctionnaient toutes selon un schéma identique, apparemment bien rodé. Un homme mystérieux venait régulièrement les mardis ou jeudis à heure fixe. À chaque fois, il payait des sommes considérables en espèces. Il achetait exclusivement des diamants de grande valeur et de haute qualité, des lingots d'or et des montres de luxe de marque suisse renommées. Puis il quittait tranquillement la boutique, sans laisser de traces. Le plus incroyable, c'est qu'aucun des commerçants n'était capable de décrire précisément l'apparence de ce client mystérieux. L'un jurait avoir vu un homme blond d'une 40aine d'années. Un autre était absolument certain d'avoir vu un homme aux cheveux bruns et à l'épaisse moustache noire. Le troisième, quant à lui, insistait obstinément sur le fait que son client habituel portait une longue et épaisse barbe noire. J'ai méticuleusement rassemblé chaque déposition dans un seul dossier et j'ai commencé à les comparer attentivement, à la recherche de points communs. Soudain, une idée simple m'est venue. Soit il s'agissait de personnes complètement différentes, agissant à la lettre selon des instructions précises et minutieusement élaborées, soit d'un seul individu, capable de changer d'apparence avec une facilité déconcertante. Un véritable maître du déguisement. Mais les sommes transitant par ces boutiques étaient tout simplement astronomiques pour l'époque. En seulement 6 mois de surveillance active, près de 15 millions de francs en espèces ont transité par ces 23 magasins que je connaissais. D'où pouvait provenir une telle somme d'argent détenue par une seule personne? Mon patron expérimenté, Bernard Thomas, écouta mon rapport oral détaillé en silence et avec sérieux, sans m'interrompre une seule fois, et fronça les sourcils. Il ouvrit lentement le vieux tiroir en bois de son bureau usé et en sortit avec précaution un épais dossier poussiéreux, solidement ficelé. Il le posa sur la table devant moi et défit le nœud. À l'intérieur se trouvaient des affaires très similaires, provenant de services de police complètement différents. Des antiquaires de luxe disséminés dans toute la ville, des galeries d'art prestigieuses, des concessionnaires automobiles haut de gamme proposant des voitures de luxe, des agences immobilières de prestige dans les quartiers les plus huppés. La même histoire étrange se répétait partout. Une mystérieuse silhouette fantomatique apparaissait régulièrement avec d'importantes sommes d'argent liquide. Elle effectuait des achats considérables et onéreux. Puis elle disparaissait sans laisser de traces, sans le moindre indice. Thomas me regarda d'un air grave et sérieux, puis dit lentement « Henri, je crois qu'on a mis la main sur un gros bonnet. Un criminel de très haut niveau. Quelqu'un qui blanchit de l'argent sale à une échelle industrielle. Et il le fait avec une telle propreté, une telle compétence, un tel professionnalisme qu'on n'arrive même pas à comprendre exactement comment il travaille. » Je lui demandai sans détour « Que devons-nous faire maintenant ?» Thomas réfléchit longuement, le regard perdu par la fenêtre. Puis, après une longue pause, il répondit « Surveillez la situation attentivement, rassemblez soigneusement toutes les informations possibles et attendez patiemment le bon moment. Tôt ou tard, même les criminels les plus intelligents et les plus prudents finissent par commettre des erreurs fatales. Absolument tout le monde, sans exception, fait des erreurs un jour ou l'autre. Pendant une longue année, j'ai patiemment observé, rassemblant méthodiquement des bribes d'informations et de preuves éparses. Durant cette période difficile, j'ai découvert 48 autres lieux suspects identiques à travers la France. Il s'agissait de magasins divers, de restaurants gastronomiques onéreux et de petits hôtels confortables en centre-ville. Partout, le même système, parfaitement rodé, fonctionnait comme sur des roulettes.
Une personne inconnue y déposait régulièrement d'importantes sommes d'argent liquide. Elle achetait divers biens de luxe ou payait généreusement pour des services haut de gamme. Cet argent était déposé dans une entreprise parfaitement légale, puis, après un certain temps, transféré avec soin sur différents comptes bancaires. De l'argent propre, en toute légalité. Un système véritablement ingénieux quand on y pense. J'ai calculé méticuleusement le chiffre d'affaires total de ce réseau. En 2 ans de surveillance active, environ 150 millions de francs en espèces ont transité par ce vaste réseau tentaculaire. C'était nettement plus que le chiffre d'affaires annuel moyen d'une banque commerciale française à l'époque. Qui se cachait réellement derrière cette entreprise colossale? La mafia sicilienne ou corse traditionnelle? Des terroristes internationaux? De grands trafiquants de drogue venus de Marseille? Je n'avais absolument aucune réponse à cette question. Mais je sentais au fond de moi, intuitivement, que c'était quelque chose de totalement nouveau et d'inédit. Quelque chose de fondamentalement nouveau. Quelque chose que nous n'avions jamais vu en toutes ces années de pratique du droit pénal. Une avancée véritablement décisive dans l'enquête eut lieu durant l'automne pluvieux de 1978. Notre commissariat reçut un appel téléphonique anonyme et inattendu. La voix, clairement masculine, était rauque et typiquement corse. L'appelant indiqua une adresse précise et une heure de rendez-vous fixe. 63 rue Saint-Dominique, mardi, 18h précise. Il ne dit rien d'autre, puis raccrocha brusquement sans dire au revoir. Je me rendis immédiatement sur place avec mon fidèle collègue, Jacques Morel. Nous nous garâmes de l'autre côté de la rue étroite, à l'ombre des arbres. Nous attendîmes patiemment, observant. Le temps semblait s'écouler interminablement lentement, comme figé. Jacques somnolait, adossé à son siège. Je fumais nerveusement cigarette sur cigarette, les yeux rivés sur l'entrée. À 18h05 précise, une Citroën noire rutilante, dernier modèle, s'arrêta devant l'entrée de droite. Un homme d'âge mûr en descendit d'un pas assuré, portant une mallette en cuir de marque. Il mesurait environ 2 mètres. Il portait un costume gris de grande valeur, manifestement d'une maison de couture réputée. Son chapeau noir, rabattu sur les yeux, dissimulait son visage. Il monta tranquillement les escaliers jusqu'au 3e étage. Il y resta exactement 20 minutes, à ma connaissance. Il ressortit sans sa mallette. Il remonta calmement dans sa voiture et s'éloigna vers la place du Trocadéro à une allure normale. Jacques et moi n'eûmes même pas le temps de réagir ni de noter l'immatriculation. Jacques jura intérieurement. Quant à moi, je restais là, à contempler longuement les fenêtres du 3e étage, baignées d'une douce lumière, obstinément obnubilé par une seule question. Qui donc habitait ce mystérieux appartement? Le lendemain matin, je suis arrivé sur place en bonne et due forme, ma carte de police en poche. L'appartement abritait un petit bureau modeste qui importait du café de grande qualité d'Amérique du Sud. L'entreprise portait le nom charmant de Café Montagne. Le directeur, M. Claude Russo, m'a accueilli chaleureusement et avec une grande hospitalité. C'était un homme digne et distingué d'une 50aine d'années. Il portait un costume de grande valeur, manifestement d'un tailleur renommé. Des boutons de manchette en or brillant ornaient les poignets d'un blanc immaculé de sa chemise. Ses chaussures en cuir véritable étaient cirées à la perfection. Il m'a aussitôt offert une tasse d'excellent café brésilien, très aromatique. Nous nous sommes installés tranquillement dans son bureau lumineux et confortable, d'où l'on pouvait admirer, par la grande fenêtre, une vue panoramique imprenable sur la majestueuse tour Eiffel. Avec beaucoup de tact et de politesse, je l'ai interrogé sur la personne qui était venue la veille au soir. Monsieur Russo a souri d'un air tout à fait naturel et décontracté. Il m'a expliqué calmement qu'il s'agissait de son partenaire habituel dans le commerce du café. Il avait simplement apporté plusieurs documents importants à signer en urgence. Je lui demandai, aussi poliment que possible, de me donner le nom complet de cet homme mystérieux. Russo hésita visiblement un bref instant et détourna légèrement le regard. Puis, d'un ton calme et assuré, il répondit « Il s'appelle Pierre Leclerc. » Je notais soigneusement ce nom important dans mon carnet. Je demandai avec insistance « Où pourrais-je le rencontrer pour une conversation informelle ?» Russo écarta vaguement les bras.
Il expliqua que l'estimé Monsieur Leclerc résidait en permanence en Suisse, pays neutre. Il ne venait que très rarement à Paris, seulement en cas exceptionnel, et uniquement pour les affaires les plus urgentes. J'insistais pour obtenir une adresse suisse précise. Rousseau, un peu gêné, répondit qu'il n'avait que le numéro d'une boîte postale à Genève, rien de plus. Je le fixais intensément, persuadé qu'il me mentait effrontément. Mais je ne pouvais encore rien prouver de concret. J'ai immédiatement entrepris une vérification minutieuse de Café Montagne, en utilisant toutes les bases de données officielles à notre disposition. Cette entreprise existait officiellement depuis 1969. Elle importait des grains de café sélectionnés du Brésil tropical, des montagnes de Colombie et du minuscule Costa Rica. Elle s'acquittait de toutes ses taxes en temps voulu et avec une régularité absolue. Sa réputation commerciale auprès de ses partenaires était absolument irréprochable. Aucun de ses partenaires n'avait formulé la moindre plainte. Mais plus j'approfondissais mes recherches, plus je découvrais d'étranges incohérences et des anomalies suspectes dans les documents. Le chiffre d'affaires annuel officiel de cette entreprise était bien trop élevé par rapport à sa taille réelle. Les bureaux étaient minuscules, 3 pièces exiguës seulement. Le personnel était réduit à une poignée de personnes, 5 personnes à peine, directeur compris. Pourtant, selon les documents, son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 15 millions de francs. Du vrai café pour une telle somme? Cela paraissait plus que suspect à un œil averti. J'ai demandé tous les documents douaniers détaillés relatifs à l'importation. Il s'est avéré que la quantité réelle de grains de café était environ 3 fois inférieure aux quantités déclarées. Où était donc passée cette énorme différence? Les rapports comptables recensaient de nombreuses transactions entièrement fictives. Du café mythique qui n'a jamais franchi la frontière douanière française. De l'argent qui semblait surgir de nulle part. Et encore une fois, le même stratagème savamment orchestré. De l'argent sale transformé comme par magie en paiements bancaires parfaitement légaux et propres. J'ai rapporté tout cela en détail à mon supérieur, Thomas. Il m'a écouté avec la plus grande attention, sans jamais interrompre mon récit. Puis, d'un ton profondément pensif, il a dit « Henri, vous êtes sur la bonne voie, j'en suis certain. Mais je vous en prie, soyez extrêmement prudent en tout. Si ce vaste réseau criminel est aussi important et étendu que vous le pensez, alors il bénéficie certainement d'une protection très sérieuse et puissante au sommet de la hiérarchie. Peut-être même d'une protection très très sérieuse au plus haut niveau du pouvoir. » Je n'avais pas encore pleinement saisi à quel point ces paroles étaient justes et précises. Je l'ai vraiment compris une semaine plus tard, lorsque, de façon totalement inattendue, le chef de notre service en personne, l'inspecteur général Philippe Martin, m'a convoqué dans son grand bureau. Un homme grand, aux cheveux gris et au regard glacial. Il ne m'a même pas proposé poliment une chaise. Il m'a simplement demandé, d'un ton sec et direct, « Inspecteur Duval, menez-vous actuellement une enquête officielle sur l'affaire du Café Montagne, n'est-ce pas ?» J'ai brièvement confirmé cela. Il a hoché la tête en silence. Puis il a ordonné, d'une voix très claire et ferme, « Classez cette affaire immédiatement, sur le champ. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Perplexe, j'ai redemandé, « Excusez-moi, mais pourquoi exactement? Pour quelle raison précise ?» Martin m'a dévisagé de la tête aux pieds d'un regard lourd et insistant, et il a répondu d'un ton glacial et impassible. « Simplement parce que je vous l'ai dit et ordonné. C'est tout ce que vous devez savoir pour la suite. Vous pouvez partir. » Je quittai son vaste bureau complètement abasourdi. Bernard Thomas m'attendait déjà patiemment dans le long couloir près du vieil escalier. Son visage pâle ne laissait aucun doute. Il était au courant de toute la conversation. Je la lui racontai intégralement, quasiment mot pour mot. Thomas pâlit encore davantage. Il murmura à voix basse, presque inaudible. Ils étaient donc vraiment arrivés jusque-là, au sommet de la pyramide du pouvoir, jusqu'aux inspecteurs généraux. Désemparé, je lui demandai « Que faire maintenant ?» Thomas resta longtemps silencieux, absorbé par ses pensées. Puis, avec une extrême prudence,
Il répondit en jetant des coups d'œil autour de lui. Classez officiellement ce dossier dans la base de données, mais continuez à enquêter discrètement et officieusement pendant votre temps libre, avec la plus grande discrétion. N'en parlez à personne. Ne me communiquez aucun détail superflu. Notez absolument tout chez vous, dans des carnets personnels. Conservez tous les documents séparément de votre travail, en lieu sûr. Et priez Dieu chaque jour pour ne pas être remarqué ou identifié par inadvertance. Ce jour-là, particulièrement difficile, j'ai enfin compris de façon irrévocable une chose très simple. Je m'étais embarqué dans quelque chose d'énorme et de dangereux. Quelque chose de si grandiose que cela dépassait de loin la simple délinquance de rue. C'était un système parfaitement huilé. Un système vaste et complexe qui, de façon incroyable, avait réussi à s'infiltrer profondément au cœur même du pouvoir d'État. Pendant les 3 longues années qui suivirent, je travaillais avec diligence, dans l'ombre. Le jour, je vaquais à mes occupations quotidiennes en toute légalité. J'arrêtais les petits escrocs et les arnaqueurs. Je démasquais les faussaires amateurs. J'enquêtais sur les infractions fiscales mineures. Et chaque soir, assis à ma vieille table de cuisine, je reconstituais patiemment un vaste et complexe puzzle. Peu à peu, j'ai mis au jour 127 sociétés différentes, toutes clairement liées à un même système de blanchiment d'argent. Importation de café et de thé de luxe. Commerce de grands vins français. Antiquaires prestigieux. Agence immobilière haut de gamme. Concessionnaire automobile. Toutes ces entreprises fonctionnaient exactement de la même manière, comme des copies conformes. Petit chiffre d'affaires officiel sur le papier, déclarations impeccables sans la moindre erreur, paiement régulier et ponctuel de tous les impôts dus. Mais en réalité, il ne s'agissait que de canaux commodes pour blanchir d'énormes sommes d'argent sale. Et pratiquement partout, le même nom mystérieux revenait sans cesse. Pierre Leclerc. Tantôt directeur de l'entreprise, tantôt actionnaire majoritaire détenant une participation majoritaire, tantôt simple associé, il restait toujours absolument partout dans l'ombre impénétrable. Aucune photographie de lui n'existait dans les archives, aucune interview publique accordée à la presse, aucune apparition publique sur les forums. Un véritable fantôme désincarné. J'ai obstinément cherché à trouver au moins quelques informations sur lui dans les registres officiels. Finalement, j'ai trouvé quelque chose. Il s'avérait qu'un certain Pierre Leclerc était né en 1932 à Lyon, ville industrielle. Fils unique d'un pauvre marchand de textiles, il avait fréquenté une école municipale tout à fait ordinaire. Il avait ensuite effectué son service militaire obligatoire et avait été démobilisé en 1955. Après cela, les documents officiels sont complètement vierges jusqu'en 1969. 14 longues années de silence mystérieux. Qu'avait-il fait pendant tout ce temps? Où était-il exactement? Que faisait-il? Je ne trouvais aucune réponse claire à ces questions. Et puis, soudain, brutalement, une véritable explosion d'activité. En 1969, il réapparut de façon inattendue comme l'un des fondateurs de la société Café Montagne. Puis très rapidement, 3 autres entreprises. Puis 10 autres. Au milieu des années 70, une décennie tumultueuse, il possédait déjà une 50aine de sociétés à travers toute la France. Sur le papier, il avait l'air d'un entrepreneur extrêmement prospère. Mais je connaissais déjà la terrible vérité à son sujet. J'ai décidé de tenter de retrouver des personnes qu'il avait connues personnellement dans un passé lointain. J'ai fait un voyage spécial jusqu'au Lyon industriel pour quelques jours. J'ai retrouvé la vieille maison délabrée où le petit Leclerc était né. C'était une bâtisse branlante dans un quartier populaire et pauvre de la périphérie. Quelques voisins âgés se souvenaient encore vaguement de la famille Leclerc. Le père de Pierre était mort de la tuberculose en 1945. Sa mère avait élevé seule son fils unique dans les conditions extrêmement difficiles de l'après-guerre. Les personnes âgées du quartier se rappelaient de lui comme d'un garçon très calme et extrêmement renfermé. C'était un élève moyen, sans réussite particulière. Il n'avait pratiquement pas d'amis. Une dame âgée, Madame Vial, m'a dit très pensivement
Vous savez, inspecteur, le petit Pierre était vraiment un enfant très étrange, inhabituel. Il pouvait rester assis des heures durant, complètement immobile à sa fenêtre, à regarder en silence les gens passer en bas. C'était comme s'il avait soigneusement étudié leur comportement, leurs gestes et leurs manières. Et puis soudain, il se mettait à les imiter à la perfection. Il transformait sa voix au point de la rendre méconnaissable. Il imitait leurs manières. Il changeait complètement sa démarche. À l'époque, nous pensions tous naïvement qu'il deviendrait sans aucun doute un acteur professionnel dans un vrai théâtre. Mais au lieu de cela, il est parti subitement faire son service militaire. Et après cela, nous ne l'avons plus jamais revu dans notre quartier. Ces précieuses informations m'ont amené à réfléchir sérieusement à de nombreuses choses. Un homme totalement dépourvu d'amis, sans aucun attachement émotionnel, et pourtant capable de changer de masque social avec une facilité déconcertante. Un véritable fantôme au fond de lui. Mais pourquoi avait-il besoin de tout cela? D'où provenaient de telles sommes colossales? J'ai alors entrepris des recherches approfondies dans une direction complètement différente. J'ai cherché à comprendre précisément d'où venait cet argent. Les sommes étaient tout simplement astronomiques pour l'époque. Au début des turbulentes années 1980, environ 1 milliard de francs transitaient chaque année par le vaste réseau de Leclerc. En liquide. Il ne pouvait plus s'agir simplement de la mafia corse locale. C'était assurément quelque chose de bien plus vaste et de bien plus grave. Une avancée majeure et inattendue survint en 1981. La police française arrêta un important trafiquant de drogue à Marseille. Il s'appelait Antoine Bonnefil. Il se livrait activement au trafic d'héroïne pure et de haute qualité, importée d'Asie du Sud-Est via la Turquie. Pris en flagrant délit, il se mit immédiatement à parler et à coopérer avec l'enquête. Il voulait conclure un accord lucratif avec la police pour se sauver. Et parmi d'autres choses, il mentionna soudain un nom qui m'était familier. Pierre Leclerc. J'en avais entendu parler par hasard, grâce à un ancien collègue de la brigade des stupéfiants. Nous prenions tranquillement un verre dans un petit bar un soir, après une dure journée de travail. Il me dit, l'air de rien: « Tu sais, Henri, ce Bonnefil qu'on a arrêté racontait des histoires complètement invraisemblables sur un mystérieux personnage. Il prétendait blanchir de l'argent sale pour la moitié du crime organisé européen. Il affirmait avoir des filières bien établies et sécurisées, de Marseille jusqu'à Amsterdam. Qu'il travaillait avec le même succès avec absolument tout le monde, les clans corses, la mafia italienne, même les cartels colombiens. Et que personne ne l'avait jamais vu en personne. Dans notre service, nous avons conclu qu'il débitait des inepties sous une pression extrême. » À ces mots, mon cœur s'est serré. J'ai demandé aussi calmement que possible: « Avait-il mentionné par hasard le nom de ce fantôme ?» Mon collègue a hoché la tête d'un air indifférent. Il a répondu calmement: « Oui, il l'avait mentionné à plusieurs reprises. Pierre Leclerc. Un nom bien étrange quand on y pense. Trop ordinaire et banal pour un tel monstre du milieu criminel. » Le lendemain matin, je me suis immédiatement rendu à Marseille sous un soleil radieux. J'y ai trouvé l'enquêteur en charge de l'affaire Bonnefil, une affaire complexe. Il s'appelait Georges Lefebvre. Un homme d'âge mûr, fatigué, au visage buriné et profondément ridé. Nous sommes restés longtemps assis dans son bureau exigu et encombré, où flottait une forte odeur de tabac et de café froid. Je lui ai expliqué en détail les raisons de ma venue depuis Paris. Lefebvre a sorti silencieusement d'un tiroir un épais rapport d'interrogatoire. Il m'a lu mot pour mot le témoignage de Bonnefil, arrêté. Il m'a raconté des histoires incroyables, presque invraisemblables. Il affirmait avec obstination que Leclerc avait mis en place le système de blanchiment d'argent le plus sophistiqué d'Europe. Qu'il disposait d'un vaste réseau de milliers de sociétés écrans, qu'il ne prenait qu'un faible pourcentage, 5% du montant de la transaction. Mais avec un tel volume d'affaires, cela représentait des millions de bénéfices nets chaque année. Il travaillait avec tous les groupes criminels du continent européen, sans la moindre discrimination. Il ne faisait aucune distinction entre ses clients. Peu lui importe la provenance de l'argent. Drogue, armes illégales, enlèvement contre rançon, braquage de banques à main armée. Seul l'argent liquide limpide compte. Il transforme rapidement les billets sales en virements bancaires impeccables.
et personne ne peut le trouver ni l'arrêter, car il ne rencontre jamais ses clients en personne. Il s'appuie sur un réseau fiable de coursiers de confiance. Ces derniers livrent régulièrement l'argent liquide à des lieux sûrs et strictement désignés. Il récupère ensuite les chèques ou les virements bancaires limpides. Et Leclerc lui-même demeure dans l'ombre la plus totale. J'ai demandé directement à Lefebvre : « Avez-vous vraiment vérifié toutes ces informations ?» Il a esquissé un sourire amer, les lèvres émaciées. Il a répondu d'une voix lasse : « Bien sûr, nous avons vérifié du mieux que nous pouvions, compte tenu de nos circonstances. Nous avons effectivement trouvé 3 sociétés de Leclerc ici à Marseille. Nous avons mené des perquisitions officielles, munies de mandats judiciaires. Nous n'avons trouvé que des comptes impeccables. Aucune infraction, quelle qu'elle soit. Chaque transaction, sans exception, a été exécutée légalement, parfaitement et sans le moindre problème. Tous les impôts ont été payés rapidement et à temps. » Les chers avocats de Leclerc ont aussitôt porté plainte pour persécution illégale d'un homme d'affaires honnête. Nous avons été officiellement condamnés à verser une importante indemnisation pour préjudice moral. Après ce scandale retentissant, nos supérieurs ont ordonné sans appel le classement de l'affaire. J'ai enfin compris ce qui se passait. Je lui ai demandé sans détour : « Cela signifie-t-il qu'il est vraiment protégé au plus haut niveau ?» Lefebvre a hoché la tête en silence, visiblement fatigué. Il a répondu d'une voix calme : « Il semblerait bien. De plus, il est protégé au plus haut niveau de l'État. Vous savez, Henri, je suis policier depuis 30 ans. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais ce mystérieux Leclerc, il est vraiment incompréhensible. Il a des relations très importantes absolument partout, dans la police, à tous les niveaux, au parquet, au gouvernement, peut-être même dans les services secrets. Il est intouchable. Je vous conseille sincèrement de l'oublier, lui et cette affaire, pour toujours. Uniquement pour votre bien et votre sécurité. » Mais je ne pouvais absolument pas l'oublier, abandonner l'enquête. À ce stade, j'avais déjà consacré 6 années de ma vie à cette enquête incroyablement complexe. J'avais amassé des tonnes de documents et de preuves circonstancielles. J'avais retracé en détail les mouvements complexes d'argent sale à travers des dizaines de pays européens. Et j'avais enfin pleinement compris l'ampleur du problème. Leclerc avait créé quelque chose d'unique dans l'histoire du crime. Il avait patiemment bâti un vaste empire financier, fonctionnant en parfaite harmonie avec une économie parfaitement légale. Des sommes astronomiques, provenant des criminels les plus dangereux d'Europe, transitaient régulièrement entre ses mains expertes. La mafia corse, la 'ndrangheta calabraise, les clans mafieux marseillais, les séparatistes armés basques, les républicains radicaux irlandais, les cartels de la drogue latino-américains, tous, sans exception, avaient recours à ses services. Il était une véritable banque suisse pour le monde du crime organisé. En beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Car même les plus grandes banques suisses laissaient des traces, même minimes, dans les documents. Mais Leclerc a tenu à ne laisser aucune trace suspecte. J'ai soigneusement calculé les chiffres approximatifs du chiffre d'affaires. Au milieu des années 1980, environ 8 milliards de francs transitaient chaque année par son système ultra-performant. En liquide. C'était nettement plus que le PIB officiel de certains petits États africains. Ses commissions personnelles, quant à elles, s'élevaient à environ 400 millions de francs par an. Il était assurément plus riche que nombre de grands hommes d'affaires français parfaitement légitimes. Et pourtant, personne n'était au courant, car il restait obstinément une figure invisible. J'ai cherché désespérément une seule photo de lui dans les archives. En vain. J'ai tenté de retrouver des témoins vivants qui l'auraient vu durant ces dernières années. Là encore, rien de concret. C'était comme s'il s'était volatilisé. Pendant ce temps, il gérait avec succès un vaste empire, tout en prenant soin de ne jamais se montrer à personne. En 1983, un événement politique majeur se produisit en France, bouleversant le pays. Les socialistes de gauche accédèrent enfin au pouvoir. Le nouveau gouvernement progressiste déclara solennellement la guerre à la corruption généralisée et au crime organisé. De nouveaux services, renforcés et dotés de larges pouvoirs, furent créés spécifiquement à cet effet,
On leur conféra une autonomie considérable. Soudain, un espoir timide mais réel de succès naquit en moi. Je me rendis auprès du nouveau chef de service, Jean-Claude Mauriac, muni de tous les éléments. Un homme relativement jeune, très ambitieux et fondamentalement honnête. Je lui présentai l'intégralité des documents que j'avais accumulés au fil des années. Je lui décrivis en détail l'énigmatique Leclerc, l'ampleur incroyable de ses opérations clandestines et ses puissantes relations au sommet de l'État. Mauriac écouta attentivement tout mon récit sans m'interrompre une seule fois. Puis, d'une voix grave et ferme, il déclara « Henri, c'est vraiment très, très grave. Extrêmement grave. Si ne serait-ce que la moitié de ce que vous venez de me dire est vrai, alors nous avons affaire au plus vaste réseau de crimes organisés de toute l'histoire de France. Je vous confère officiellement l'autorité pleine et entière pour mener à bien cette mission. Constituez une équipe d'experts composée des meilleurs éléments. Recrutez uniquement les personnes les plus compétentes et les plus qualifiées. Et enfin, faites éclater au grand jour ce spectre insaisissable. J'ai soigneusement constitué une équipe fiable de 8 personnes expérimentées, toutes fortes d'une longue expérience et d'une intégrité irréprochable. Nous avons lancé une nouvelle enquête officielle, avec l'accord du parquet. Nous avons obtenu des mandats d'écoute téléphonique et mené des perquisitions simultanées dans 23 bureaux à travers la France. Nous avons saisi une quantité considérable de documents, ordinateurs, disquettes, livres comptables. Nous avons passé plusieurs semaines à tout analyser et avons découvert des éléments importants. Une comptabilité parallèle, des transactions fictives, des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Mais surtout, nous avons compris le schéma précis. L'argent sale arrivait régulièrement en espèces à Paris et était rapidement distribué entre des centaines de sociétés contrôlées. Celles-ci achetaient officiellement des biens ou payaient des services. L'argent était déposé sur des comptes légitimes, puis transféré en Suisse, au Liechtenstein et au Panama, où il transitait par plusieurs autres pays. Finalement, l'argent propre était restitué aux clients, généralement sous forme de prêts de sociétés offshore. D'une simplicité ingénieuse, il était quasiment impossible de retracer l'intégralité du processus. Nous avons finalement mis la main sur la figure clé de ce vaste système. L'homme qui coordonnait directement l'ensemble des opérations complexes du système en France. Il s'appelait Marc Dubois. Il était directeur financier de l'une des plus grandes entreprises du vaste empire Leclerc. Il avait exactement 42 ans d'après son passeport. Auparavant, il avait été un banquier de haut niveau, couronné de succès. Il vivait à Paris dans un appartement luxueux et spacieux sur la prestigieuse avenue Foch. Nous l'avons arrêté à l'improviste, tôt le matin du 18 novembre 1983. Je lui ai solennellement lu les charges officielles. Il m'a écouté avec un calme absolu, sans broncher. Il n'a opposé aucune résistance physique à son arrestation. Il n'a même pas exigé que l'on appelle immédiatement son avocat, comme tout le monde le fait habituellement. Il s'est contenté de me fixer en silence, ses yeux froids et vides, totalement dénués d'émotion. 2 longues années après l'arrestation de Dubois, j'étais déjà à la retraite. J'avais passé le relais à la jeune génération. Mais je ne pouvais pas laisser cette histoire s'arrêter là. J'ai continué à la suivre officieusement. À la fin des années 1980, l'empire de Leclerc avait pris une ampleur considérable. 300 sociétés dans 12 pays européens, un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de francs. Il ne servait plus seulement les criminels traditionnels, mais aussi les politiciens corrompus, les hommes d'affaires véreux, tous ceux qui voulaient dissimuler de l'argent au fisc. Son réseau était devenu un rouage de l'économie souterraine européenne. Invisible, insaisissable, mais essentiel pour des milliers de clients. En 2008, j'ai tenté de le retrouver une dernière fois. J'avais alors 63 ans. Je suis allé à Genève. J'ai vérifié les boîtes postales. J'en ai trouvé une ancienne. Elle était en service sans interruption depuis 1969. J'ai attendu patiemment une semaine entière. Chaque jour, je venais à la poste et j'observais. Le 6e jour, un homme âgé s'est enfin présenté. Environ 75 ans, grand, mince, cheveux gris soignés, un élégant costume sur mesure.
Il a ouvert calmement la boîte avec une clé spéciale. Il en a sorti plusieurs lettres. Je me suis approché résolument. Poliment, j'ai dit « Monsieur Leclerc ?» Il s'est lentement tourné vers moi. Il m'a regardé de ses yeux gris d'un calme absolu. D'une voix douce, il a répondu « Vous vous trompez certainement, monsieur. Je m'appelle Paul Girard. Je relève simplement le courrier d'un ancien client et d'une de mes connaissances. » Je lui ai discrètement montré ma vieille carte de police jaunie. Sérieusement, j'ai dit « J'étais inspecteur de police à Paris. » Il poursuivit Leclerc avec acharnement pendant 30 ans de sa vie. Un sourire triste et mélancolique se dessina sur ses lèvres. D'une voix calme et pensive, il répondit « Alors vous avez vraiment gâché votre vie entière en vain. » Pierre Leclerc est mort il y a longtemps, en 1992, d'un cancer, dans un bon hôpital de la paisible Zurich. Il repose au cimetière municipal de Fluntern. Voulez-vous que je vous montre sa tombe ? Nous y sommes allés ensemble en tramway. Nous avons longtemps cherché entre les tombes. Finalement, nous avons trouvé la bonne, une tombe modeste. Une simple pierre de granit noir, sans ornement. Une inscription laconique en lettres d'or. Pierre Leclerc, 1932 à 1992. Rien d'autre. Je suis resté longtemps silencieux à côté, à la contempler. Je me demandais, était-ce possible ? Était-il vraiment mort il y a 16 ans ? Et moi qui avais passé tout ce temps à chercher obstinément un simple cadavre ? Girard se tenait silencieusement à proximité. Puis, pensif, il dit « Vous savez, Pierre était un homme extraordinaire. Je l'ai connu pendant 40 ans. Nous avons servi en Algérie. Il m'a sauvé la vie au combat. Nous avons perdu contact. Nous nous sommes revus en 1970. Il m'a demandé de l'aide. J'ai accepté par gratitude. Il m'a bien payé. Je récupérais le courrier, je transmettais les instructions. Il ne posait pas de questions sur ce que je faisais. Il ne voulait pas le savoir. Quand il est mort de maladie, il a continué. Quelqu'un d'autre donne les instructions par courrier, je les transmets. Le système fonctionne tout seul, sans Pierre, comme une machine. Il l'a mise en place. Il est mort. Le mécanisme fonctionne. C'est alors que j'ai enfin compris toute la virtuosité de Leclerc. Il avait créé bien plus qu'un simple réseau tentaculaire de sociétés écrans pour le blanchiment d'argent. Il avait patiemment bâti un système vivant, unique et autoréplicatif. Un système qui fonctionnait avec succès, obéissant scrupuleusement à ses propres règles internes non écrites. Même après la mort de son créateur. Peut-être même bien mieux et plus efficacement qu'à son époque. Car il n'y avait plus de centre de contrôle unique et vulnérable, plus de maillons faibles humains dans la chaîne. Il n'y avait plus qu'un algorithme froid et impassible, et des milliers de personnes ordinaires à travers l'Europe qui accomplissaient consciencieusement leurs tâches sans se soucier de l'ensemble du système ni de leur propre rôle. J'ai 81 ans. Je vis paisiblement dans un petit appartement du 15e arrondissement de Paris. De temps à autre, je lis les dernières nouvelles dans les journaux et regarde la télévision. Je vois constamment des reportages sur de nouvelles arrestations retentissantes de criminels, sur la confiscation de sommes astronomiques, sur la lutte acharnée contre le blanchiment d'argent. Et je souris toujours tristement, car je connais la vérité de l'intérieur. Ce n'est que la petite partie émergée d'un immense iceberg. L'essentiel des flux financiers transite toujours par les mêmes circuits créés jadis par le brillant Leclerc. Ces nombreuses sociétés prospèrent toujours, sous des noms modernes complètement différents, dans d'autres pays européens, avec d'autres dirigeants à leur tête. Mais le principe de base reste absolument inchangé. Transformer rapidement l'argent sale du crime en argent propre et légal. Le plus rapidement possible, en toute sécurité pour le client, dans un anonymat complet, sans laisser de traces. Mon histoire est terminée, mais le fantôme s'obstine à hanter ma mémoire. Paris dort paisiblement la nuit, et l'argent sale continue de couler à flot. Grâce à un système ingénieux, désormais inarrêtable, grâce à un vaste empire, impossible à détruire.
grâce à un immense réseau créé par un homme extraordinaire. Un homme, un mythe, une légende. Pierre Leclerc, l'insaisissable fantôme du Paris nocturne, le roi invisible du monde des ténèbres, l'empereur immortel de l'Europe criminelle.